de l'or pour sauver quelques enfants. Les femmes se souviennent doucement la vie des familles d'Arménie, où les douleurs de la terre se racontent la nuit. Au début c'est l'automne, tout le monde danse, toutes les cloches sonnent, chaque jour est un jour de chance. Azadé dans le champ et son frère aussi. Soudain un homme se rapproche, les yeux remplis de peur, et lui dit: va-t'en, suis la course des nuages. Mon fils, préviens les nôtres au passage. Sauvage jusqu'à la tombée du jour, garde en mémoire précieusement notre histoire. Papa, je raconte à ma manière l'histoire décousue de tes repères. Sur les montagnes d'Arménie, où mes enfants jouent et dansent, où tout est vert et fleuri. Je suis ravie de vous retrouver dans l'Opéra Royal de Versailles pour une émission consacrée à l'Arménie que j'ai le plaisir de vous présenter en compagnie d'un musicien passionné, pianiste, vous venez de l'entendre, compositeur qui a l'amour de la transmission, c'est André Manoukian. Bonsoir Claire et merci à Patrick Fiori, dont on ignore souvent les origines arméniennes pour cette merveilleuse chanson Les montagnes d'Arménie. France Télévisions, il faut le dire, a tenu à rendre hommage ce soir à ce pays du Caucase, entre l'Europe et l'Asie, qui fut l'une des premières civilisations chrétiennes et dont le destin reste jalonné de drames. De drames et d'espoir, Claire, puisque nous célébrerons la culture arménienne dans toute sa richesse, sa diversité et sa gaieté, mais aussi, et c'est très important, les liens indéfectibles qui unissent l'Arménie et la France. La musique nous guidera bien sûr tout au long de cette soirée, mais aussi le cinéma, la danse, la littérature. Et avec nous dans cette émission, le cinéaste Robert Guédiguian et un acteur avec lequel il a fait 3 films, 6 mois, Carian, l'écrivain voyageur Sylvain Tesson, Patrick Bruel qui a dédié une chanson à l'affiche rouge, Patrick Fiori, Hélène Ségara et Pascal Légitimus qui ont tous 3 un lien familial avec l'Arménie. Nous recevrons aussi la violoncelliste Astrid Siranossian, la soprano Rouzane Mantachian, le violoniste Sergueï Khatchatrian et l'humoriste Mathieu Madénian. Vous avez super bien prononcé, Claire. Voilà, merci. Il y aura de la danse aussi avec la compagnie Hierage et nous rendrons hommage bien sûr à Charles Aznavour dont les chansons nous accompagneront tout au long de l'émission. Oui, Claire, et nous rendrons également hommage au poète Missak Manouchian, figure de la résistance, condamné à mort le 21 février 1944 avec 22 de ses camarades et qui entrera au Panthéon.
Voilà donc pour ce sommaire qui, vous le voyez, est très riche. Il y aura énormément d'émotions, du rire aussi, de l'histoire. Nous apprendrons des choses. Nous sommes en compagnie de Nicolas Znavour aussi, qui nous a fait l'amitié de venir et va bien sûr nous parler de la fondation dont il perpétue l'esprit et la mémoire. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Simon Abkarian, Charles Aznavour? Les yeux de ma mère qui pleure quand elle l'écoutait. À chaque fois que je voyais ma mère écouter Charles, j'ai maman, pourquoi tu pleures? Tu pleures pas comme ça. Bon. Et ça évoque aussi la renaissance d'un peuple qui a refusé de disparaître. Ça représente la résistance, ça représente la joie, la vie, enfin tout ça quoi. En quelques mots, André Manoukian, l'Arménie, c'est un petit pays, entre guillemets, bien sûr, de 3 millions d'habitants aujourd'hui, qui est coincé entre plusieurs pays, qui n'a pas de frontière avec la mer. On va voir une carte d'ailleurs pour situer le pays. C'est un pays qui est effectivement enclavé, qui est dans le Caucase, qui est entouré, je dirais, pratiquement de pays hostiles, qui n'a qu'une seule frontière ouverte avec l'Iran. Est-ce que vous vous rendez compte de cette situation? Donc, c'est un tout petit pays. On pourrait presque dire que c'est un cœur battant, parce qu'il y a 7 millions d'Arméniens dans toute la diaspora dont le cœur bat et qui a la forme de ce pays. Patrick Fiori, on imagine qu'évidemment vous êtes allé en Arménie. C'est un pays montagneux, austère. Austère, montagneux, mais tellement accueillant. Et les gens ont envie que de faire le bien là-bas, et puis ils ont juste besoin de ça, de faire du bien. Moi, j'ai une grande partie de ma famille qui se trouve encore à Echmiadzin, pas loin de Yerevan, et puis une partie aussi qui se trouve du côté de Chouchi, au Haut-Karabakh maintenant, à Ashtar. Oui, on va en parler bien sûr de Haut-Karabakh. Voilà, et l'Arménie pour moi c'est ma deuxième origine. Mon vrai nom, finalement, c'est Patrick Chouchayan. Mais comme à l'école, il me l'estropiait toujours, donc je suis allé demander à ma mère si je pouvais prendre Fiori, son nom de jeune fille. Elle a gentiment accepté. Et quand j'ai entendu cette musique-là, je me suis dit tiens, pourquoi pas écrire l'histoire de ma famille. Je vais pas vous en dire trop, mais en fait, les paroles qui sont là-dessus ont été écrites un petit peu tard avec mon papa. On va entendre bien sûr Astrid Siranossian, elle est une très grande violoncelliste. Vous avez un lien, Astrid, avec André. Est-ce que j'en parle? Oui, bien sûr, on peut le révéler. On a tous un lien avec voilà. Écoute, voilà. Moins, mais... Mon premier cours de piano, j'ai 6 ans. Mon père, il me dit, est-ce que tu veux faire du piano? Il y avait toujours un piano à la maison. Lui, il jouait les inventions de Bach. Je dis, oui, je veux apprendre. Et ça se passe à l'école arménienne de Lyon. Voilà. Et là, il y a un jeune professeur qui s'appelle Alexandre Siranossian et qui est le papa d'Astrid. Qui vous a aussi emmené vers la musique, on imagine. Oui, tout naturellement, parce que je suis dans une famille de musiciens. Mais voilà, mon père, j'étais très heureuse, évidemment, de savoir qu'il avait initié André Manoukian au piano. Et vous n'êtes pas mise au piano, mais au violoncelle, Astrid. Oui, exactement. C'était l'instrument de mon père, le violoncelle. Et proche aussi de la voix humaine, le doudouk est très proche, mais le violoncelle aussi. Concurrence. Alors, je vous propose d'aller rejoindre l'orchestre de l'Opéra Royal de Versailles, que l'on salue. Son chef, Stéphane Plevniak, qui va nous accompagner tout au long de cette émission et qui, vous allez le voir, va entourer les artistes de la force de ces musiciens. Astrid Siranossian, vous allez nous interpréter l'impromptu pour violoncelle et orchestre d'Alexandre Aroutiounian.
Cyranossian pour cette impromptu pour violoncelle et orchestre d'Alexandre Aroutiunian. Vous ne quittez jamais votre violoncelle, alors vous venez nous rejoindre avec, je précise que les arrangements sont signés Nathanaël Naouri pour cet impromptu. J'ajoute aussi, et c'est très important, qu'à nos côtés, il est juste derrière nous, le chercheur et historien Tigran Yegavian, qui va nous éclairer tout au long de l'émission sur quelques points importants de géographie et d'histoire. Alors nous avons rejoint Pascal Légitimus, merci d'être là. Bonsoir. Et à côté de Simon Abkarian, un de ses acteurs, Robert Guédiguian, le réalisateur. Merci d'être avec nous. Alors Robert Guédiguian, quand vous êtes allé tourner en Arménie, quelle impression vous avez retirée? Est-ce que vous avez été tout de suite heureux de découvrir ce pays ou de redécouvrir ce pays? Ou est-ce qu'il y a eu quelque chose de... Oui, une chose très manifeste, très simple, c'est que j'avais l'impression de voir mon père à tous les coins de rue. Voilà. Oui. Mon père avait un physique très arménien. Il ressemblait un petit peu à Simon, je veux dire. Voilà. Il y avait quelque chose que Simon a un physique aussi très arménien. Je veux dire, ce que moi j'ai pas, parce que ma mère est allemande. Et quand je suis allé effectivement en Arménie, j'ai eu cette impression d'être accueilli à bras ouverts. Et surtout, on me reconnaissait dans la rue. Voilà. C'est formidable, donc, bien que voilà. Alors que je n'y étais jamais. Donc les gens me disaient, mais merci d'être venu. Bon, je disais d'accord, mais vous m'avez vu sur le, je sais pas, sur Internet, sur des chaînes de télévision. On connaît votre cinéma, Robert. Oui, mais physiquement, les gens m'arrêtaient dans la rue. On le sait assez peu, Pascal Légitimus, que vous avez des origines arméniennes du côté de votre mère, et vous en avez parlé avec beaucoup d'humour dans vos spectacles. Et ça, je ne sais pas si vous connaissez ce sketch. On vous propose d'en regarder un extrait. Après, vous nous direz ce que vous en pensez. Je m'appelle donc Pascal Légitimus. Je suis né un vendredi 13. Et là où ça se corse, c'est que je suis né d'un père antillais et d'une mère arménienne. Pour ceux qui auraient du mal à visualiser ce mélange rare entre mon père et ma mère, imaginez Charles Aznavour couchant avec Christiane Taubira. Non, c'est pas très clair? Ok. Heureusement que mes parents m'ont pas affublé d'un prénom folklorique arménien. Archavir. Katchadour. Alors, les Arméniens, eux, pour pécho, ils ont une danse qui s'appelle le Kochari. Je vous montre. Pourquoi tu te moques de la musique arménienne? Les Arméniens ont beaucoup apporté à la France. Si, Charles Aznavour, André Manoukian, et aussi dans la musique classique. Il y a beaucoup d'Arméniens dans la musique classique. Khatchatourian, Komitas, Mozart. Il aurait pu être arménien. Il danse vachement bien, le Kochari. Je donne des cours de Kochari, bien sûr. C'est très important. Oui, voilà. très important. Donc, par l'humour, vous rendez compte de cette identité arménienne. D'un côté, j'ai le génocide arménien, d'un côté, il y a l'esclavage. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai fait de l'humour, je ne sais pas pourquoi. J'étais un peu obligé en même temps. Mais bon, ça fait du bien de faire plaisir et d'avoir beaucoup d'amour comme ça. J'ai annoncé que j'étais arménien, j'ai fait mon coming out, si je puis dire. Oui. Vous avez dit, je suis antillais sur scène et arménien dans la vie. C'est ça, c'est tout à fait ça. Je l'ai dévoilé à 7/7 en 1992. Et du coup, bah voilà, ça a été une façon d'exprimer qui j'étais vraiment. Moi, j'ai juste une question pour Patrick. Quand est-ce que tu as senti que tu avais besoin de parler de ton arménité? Dès que je me suis aperçu qu'au niveau de la bouffe, c'était une tuerie, et que c'était assez incroyable, je me suis dit quand même d'où ça vient, maman. Et là, ma mère m'expliquait que c'est donc ma grand-mère, du côté arménien, donc la maman de mon père, qui cuisinait pour nous. Et là, d'un coup, la culture, et c'était m'a envahi l'esprit. Et j'ai eu envie d'en savoir plus parce que les Arméniens sont très silencieux. Les Arméniens sont trop silencieux. Et c'est dommage. Parce alors, que voilà. Ce soir, nous leur donnons la parole. Oui, mais c'est ça qui est extraordinaire. Mais et merci. on est très heureux d'être aussi entourés aussi. Nous avons Madame l'ambassadrice qui est derrière nous et on en est évidemment tout à fait Ce sont flattés. des gens merveilleux, en tout cas. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Et merci pour l'invitation. Et les artistes sont nombreux. Patrick Furet, vous avez parlé de vos origines arméniennes. C'est Hélène Ségara qu'on va retrouver, qui elle aussi a dans le cœur l'Arménie. Et elle va interpréter un chant populaire arménien absolument magnifique qui s'appelle Délé Yaman. C'est vraiment la culture profonde. Délé Yaman en persan, ça veut dire cœur brisé. C'est une sorte d'hymne. Moi, je ne connais pas de musique plus émouvante que celle-ci. Et là, Hélène la chante d'une manière merveilleuse. Alors, c'est à vous, Hélène Ségara.
Bravo Hélène Ségara, André Manoukian. Vous remercier bien sûr pour cette magnifique chanson et vous allez pouvoir nous asseoir à côté de nous. Merci d'évoquer ces racines arméniennes. On en est très touchés. Alors Hélène. Alors je maîtrisais, je le dis clairement, je maîtrisais rien du tout là. Je tremblais comme une feuille. C'est une chanson que je vous l'ai dit Claire, j'ai beaucoup de mal à la chanter sans pleurer. Et justement Simon et moi, on était en Arménie il y a quelques années. Et cette chanson, c'est Charles Aznavour qui m'a fait la découvrir. On était dans un restaurant en train de dîner. Et il y avait un espèce de baladin qui chantait à cappella comme ça, de table en table. Et ce monsieur chante cette chanson. Et j'ai les larmes qui coulent toutes seules. Alors du coup, je me planque sous la table et je fais semblant de chercher un truc dans mon sac. Mais en fait, ça s'est vu. Et quand je remonte la tête, Charles me dit non, c'est pas la peine que tu cherches dans ton sac, je sais très bien. Et pour moi, là, c'est très dur, comme ça, de chanter sans filer une chanson qui donne autant d'émotions. Et je ne m'explique pas pourquoi. Parce qu'il y a ce lien. Oui, sûrement. Avec l'Arménie chez vous. Et comment vous le définiriez, alors, je crois que c'est drôle parce que ce que disait Robert tout à l'heure, moi aussi, mon premier voyage en Arménie avec Charles, à chaque coin de rue, moi maman a perdu sa grand-mère quand elle était bébé. Et d'abord, j'avais l'impression d'être chez moi et à chaque coin de rue, j'attendais de trouver ma grand-mère. J'avais l'impression qu'elle allait être là et m'attendre. Et je sentais quelque chose d'extrêmement familier, quelque chose qui m'appartenait déjà. Une grand-mère qui avait dû fuir, qui a dû fuir. Oui, ma famille avait subi le génocide. Et en fait, ce qui est fou, c'est que on a quelque chose en nous. Et Charles m'avait dit, tu verras, en vieillissant, on retourne vers nos racines. Moi, je suis mélangée, un papa italien aussi. Oui. Et c'est vrai ce qu'il m'avait dit. Plus on vieillit, plus on se dit, mais d'où est-ce que je viens? C'est toujours le côté arménien qui gagne, hein, même si on a... Je sais pas, est-ce que ça gagne chez vous, Pascal Légitimus, le côté arménien, ce qu'il emporte? Écoutez, Madame Chazalian... Mais moi, je veux bien. Ça me va bien. J'ai failli sortir ça quand elle a chanté, mais oui. je me suis retenu. Moi, j'ai été élevé dans deux énergies très différentes, en même temps complémentaires. Mais c'est vrai que l'Arménie, c'est maternel chez moi. Oui. Mais je dis souvent que les Arméniens, ils ont un pied dans la tombe, mais l'autre ne veut pas suivre. Il y a toujours cette tristesse, parce que c'est une réminiscence. C'est le mélange que disait André, c'est de cette tristesse voilà. et aussi de cette... Mais en même temps, il y a la joie, c'est qu'il y a de la survivance. Et c'est ça qui est génial. Mais bon, moi, j'ai choisi l'humour, entre autres, la comédie. C'est pour égayer ma famille. Quand j'étais tout petit, je faisais le pitre, mais parce que ma grand-mère était triste. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Pascal Légitimus, d'être venu nous voir. Je rappelle que votre spectacle Alone Man Show est toujours disponible en DVD. Et sans doute très nombreux de nos téléspectateurs ont découvert cet attachement à l'Arménie et qui nous touche beaucoup et qui a suscité aussi pas mal de rires. Merci de m'avoir invité. Merci à vous. Alors, je vous propose, après Astrid Serhanossian, un autre artiste classique virtuose. Il est né en Arménie, à Erevan, en 1985. C'est Sergueï Khatchatryan. Il parcourt bien sûr les scènes du monde entier. Et on a la chance de le recevoir ce soir pour le concerto en ré mineur pour violon et orchestre d'Aram Khatchatryan, bien sûr immense compositeur. On vous laisse en compagnie de l'orchestre de l'Opéra Royal de Versailles. Cher Sergueï Khatchatryan.
Katja Triant, un vrai virtuose du violon. Prenez place là. Et c'est vrai que c'est une façon de jouer tout à fait particulière, André Manoukian. Katja Triant a écrit cette pièce pour un violoniste qui s'appelait Oistrakh, qui était un violoniste virtuose. Et maintenant, on en a un deuxième qui est là, et on a l'impression que ça a été écrit pour lui. Merci Sergueï. Merci Sergueï. Vous avez le sentiment d'avoir été à une école particulière du violon? Je ne sais pas. C'est une longue histoire à raconter, enfin l'école et la formation musicale. Mais de toute évidence, mon prof de violon, Joseph Sritrin, vient effectivement de l'école russe que vous avez évoquée. Mais au-delà de cela, tout au long de sa vie, il a créé sa propre école de musique. Et moi, j'ai étudié toute ma vie, j'ai étudié en Allemagne avec lui. Mais en plus de cela, mon père était pianiste. Oui, c'est une tradition familiale, la musique, chez vous. Tout à fait. Et quant à cette question de tradition musicale, évidemment, la musique fait partie de la tradition arménienne, mais c'est pas seulement le cas en Arménie. Il y a d'autres pays. Vous savez, pour moi, la musique, ça reflète l'âme d'une nation. Et je pense que les Français aussi ont une tradition musicale très puissante. Alors, Astrid, je vous laisse rejoindre la scène, bien sûr. Je vous tiens votre micro. Vous allez retrouver la chanteuse Anna Kova et André Manoukian qui va se mettre au piano pour évoquer en musique, et bien sûr on va en parler dans cette émission, c'est très important, l'un des drames du peuple arménien qui est ce génocide de 1915, et c'est la chanson « Ils sont tombés » de Charles Aznavour, chanson écrite en 1975, Anna Kova, André Manoukian et Astrid Siranossian. Ils sont tombés sans trop savoir pourquoi. Hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre avec des gestes lourds comme des hommes ivres, mutilés, massacrés, les yeux ouverts d'effroi. Ils sont tombés en invoquant leur Dieu au seuil de leur église, où le pas de leur porte en troupeau de désert, titubant en cohorte, terrassés par la soif, la faim, le fer, le feu. Nul n'éleva la voix dans un monde euphorique, tandis que croupissait un peuple dans son sang. L'Europe découvrait le jazz et sa musique, les plaintes des trompettes couvraient les cris d'enfants. Ils sont tombés pudiquement, sans bruit, par milliers, par millions, sans que le monde bouge, devenant un instant minuscule fleur rouge, recouvert par un vent de sable, et puis doublé. Ils sont tombés, les yeux pleins de soleil, comme un oiseau qu'envole une balle
audace pour mourir n'importe où et sans laisser de traces. Ignorés, oubliés dans leur dernier sommeil. Ils sont tombés en croyant ingénus que leurs enfants pourraient continuer leur en force, qu'un jour ils fouleraient des terres d'espérance dans des pays ouverts, dans un monde tendu. Moi, je suis de ce peuple qui dort sans sépulture, qui a choisi de mourir sans abdiquer sa foi, qui n'a jamais baissé la tête sous l'injure, qui survit malgré tout et qui ne se plaint pas. Ils sont tombés pour entrer dans la nuit éternelle des temps, au bout de leur courage. La mort les a frappés sans demander leur âge, puisqu'ils étaient fautifs d'être enfants Voilà, ils sont tombés, chanson de Charles Aznavour, interprétée par Anna Kova et Astrid Cyranossian avec André Manoukian. Alors Anna Kova, il nous reste à vous remercier. Votre nouvel album Home Partout est disponible depuis quelques jours. Merci aussi à Astrid Cyranossian. On va bien sûr vous retrouver à la fin de l'émission. Alors nous avons accueilli Mathieu Madénian qui nous a rejoint. Ouais. Merci. Voilà, ouais. Comédien, humoriste. Il y a une bonne ambiance, en tout cas. Eh bien, il y a une ambiance arménienne. Et ça, c'est notre chanson pour les mariages. Donc, voilà. Ça, on a dit qu'on était toujours entre la tristesse et le sourire en Arménie. Alors nous, c'est la chenille. Ça correspond à la chenille. Enfin, non, je déconne, mais waouh. En tout cas, bravo. C'était très beau. Hein. Merci à l'orchestre qui ne sera pas payé parce que c'est pour l'Arménie, mais vous avez été super. Mathieu, pour toi, c'est un antidote, l'humour, tu penses, parce que... Ah ben oui, parce que moi, j'ai pas le talent que vous avez à écrire des films, à jouer, à chanter. Donc moi, c'est raconter des blagues. Donc c'est la distance que je trouve pour pas pleurer, quoi. Donc on peut parler d'une chose quand même par rapport aux Arméniens. Je trouve qu'on est dans une époque où les gens sont énormément dans la victimisation et ça, je ne connais pas ce sentiment chez les Arméniens. Il y a beaucoup de pudeur et de dignité face aux épreuves. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, Hélène, puisque nous allons aborder, bien sûr, après notamment cette chanson, ce génocide de 1915. On est obligé ça fait partie de l'histoire. Mais bien sûr, il faut en parler, de 1915, oui. Et en même temps, comme vous dites, on ne veut pas en tout cas, le peuple arménien aujourd'hui ne veut pas, c'est ce qu'on disait avec André Manoukian, on ne veut pas se sentir uniquement victime. Survivant, plus que victime. Voilà. Je ne sais pas si je me trompe, Robert Guédiguian. Oui, mais les circonstances là sont un petit peu particulières, parce que c'est vrai qu'une des choses qui m'a... Vous parliez tout à l'heure de l'identité, comment j'avais découvert cette identité. C'est vrai que la première fois que j'étais à Cannes avec un film, donc qui n'avait rien à voir avec l'Arménie, qui s'appelait Dernier été, oui. C'était en 81, et mon oncle m'a appelé le lendemain matin en étant en larmes, en fait, alors que la presse était très très bonne, elle était tombée le matin même. Je lui dis, mais pourquoi tu pleures? Il me dit, parce que tu as gardé ton nom. J'ai jamais voulu changer de nom.
Il me dit, t'imagines pas, ça vous avez un autre accent pourtant. J'ai toujours l'accent, mais ça prouve que nous existons, toujours. Ça prouve que nous n'avons pas disparu, que nous existons encore. Et quand je parlais des circonstances aujourd'hui, c'est vrai, je suis obligé de là, c'est vrai qu'on parle d'intimisation, etc., de joie, de fête, de pleurs, tout ce qu'on veut, mais l'Arménie est menacée aujourd'hui encore. Alors, on va en parler dans cette émission, bien sûr, parce qu'il faut qu'on analyse la situation actuelle. Évidemment, c'est très important, vous avez bien raison, Robert. Simplement, peut-être un mot précis, je crois, sur ce génocide de 1915. 1,5 million de personnes tuées par les Turcs, encore un génocide qui n'est donc pas reconnu par la Turquie. Est-ce que, cher Tigran Yegavian, qui est un chercheur, historien, en quelques mots, vous pouvez nous dire ce qui s'est passé en 1915 ? Alors, au début du XXe siècle, les 2/3 des Arméniens vivaient dans l'Empire ottoman. Donc, c'était un vrai creuset de peuple. Ils étaient une vraie élite, d'ailleurs francophone. Oui. Et donc il y a cette boutade qui s'applique particulièrement au peuple local des Arméniens, c'est échangerait histoire grandiose contre meilleur emplacement géographique. Parce que le problème des Arméniens, c'est qu'ils ont, de façon très prématurée, perdu leur État et n'ont pas une histoire de souveraineté politique. Ils ont toujours vécu à cheval entre des empires rivaux. En l'occurrence, c'était en 1915 l'Empire ottoman et l'Empire russe. Et donc en 1915, l'Empire ottoman accuse un repli, on va dire, territorial extrêmement important, extrêmement grave, et les élites turques nationalistes qui prennent le pouvoir en 1908 sont animés par ce qu'on appelle le darwinisme social. Ça veut dire quoi, le darwinisme social? Ça veut dire qu'ils étaient persuadés qu'il fallait un territoire pour leur nation et que sur ce territoire qui s'appelle l'Anatolie, il y avait beaucoup d'Arméniens. Il y avait aussi des Grecs, il y avait des Assyro-Chaldéens. Donc ils ont profité de la Première Guerre mondiale que les Alliés étaient occupés sur d'autres champs de bataille pour exterminer à huis clos un peuple, une civilisation. Donc, il y a les Arméniens ont péri, on va dire, 1,5 million au cours de ces... c'est un chiffre. Mais le génocide s'est poursuivi après la Première Guerre mondiale avec le pouvoir de Mustafa Kemal. Et il faut aussi saluer la mémoire des Assyro-Chaldéens, des Grecs pontiques, des Syriaques, des Yézidis, qui ont été emportés dans cette folie meurtrière, jeunes Turcs, qui pour le coup ont instrumentalisé l'islam, mais ce n'était pas vraiment un facteur religieux, c'était plutôt nationaliste, ethno-nationaliste. Alors, on va essayer de comprendre comment cette histoire vous est parvenue à vous, parce que ce sont évidemment des ancêtres, des grands-parents en général qui ont vécu cela. Est-ce qu'on vous a raconté cette histoire? Est-ce que vous avez été, vous, Simon Abkarian, vous avez baigné là-dedans? Oui. Mais très tôt, parce que parfois il y a un refus de raconter tout de suite. Non, nous ça a été très tôt. Oui. C'était très tôt du côté de mon père surtout. Le génocide, il avait 9 ans et c'est un Kurde qui l'a recueilli. Et le moment où les protestants passaient pour récupérer les orphelins, afin d'éviter qu'ils soient islamisés ou turquifiés, le Kurde l'a appelé, l'a giflé. Et il l'a giflé, lui a dit pourquoi tu sais pourquoi je te gifle? Pour pas que tu oublies que tu es arménien, que c'est les Turcs qui t'ont fait ça et que c'est un Kurde qui t'a sauvé. Mathieu Madénian, c'est quelque chose qu'on vous a raconté, c'est une histoire lointaine bien sûr, mais je pense qu'on a tous la même histoire, quoi. Moi mon père est arménien, ma mère est normale, et quand moi c'est pour te faire marrer, parce que là je sens qu'il y a une ambiance un peu. Oui, mais c'est bien, c'est pour ça qu'on vous a invité, Mathieu. On va pas se bourrer la gueule ce soir, mais bon. Oui, moi c'est ma grand-mère, mon grand-père qui m'ont raconté tout ça, et c'est la tradition orale. Non. C'est pas mon grand-père? Non, si, mais c'est pas ça. Moi je dis, il y avait deux attitudes. Ceux qui racontaient et ceux qui racontaient pas. Et moi, on m'a pas raconté. Mais les premiers rescapés en général doivent aussi oublier. Le processus est un processus d'oubli de mémoire, donc très paradoxal. Mais il faut oublier pour survivre. Est-ce que ça fait de l'Arménie ou des Arméniens un peuple d'errants, un peuple d'exode? On est tous porteurs effectivement d'un exil, mais en même temps, on a une richesse incroyable parce que nous, on peut dire où on était il y a 3000 ans. Et peut-être qu'il n'y a pas... Aujourd'hui, regardez la folie de la religion millénaire et de cette civilisation. C'est ça. Donc, à la fois, on est ancré et à la fois, on est dispersé. Alors, Mathieu Madénian, je disais qu'on allait s'orienter vers quelque chose de plus grave. J'ai choisi un texte un peu sérieux. Oui. Alors, c'est un poète arménien qui s'appelle William Saroyan. Et vous avez choisi un texte qui a pour titre « Mon nom est Aram », c'est cela, Mathieu? C'est exact, ouais. Allez-y, c'est à vous. Je voudrais savoir quelle force au monde peut détruire cette race, cette petite tribu de gens sans importance dont l'histoire est terminée, dont les guerres ont été perdues, dont les structures se sont écroulées, dont la littérature n'est plus lue, la musique n'est pas écoutée et dont les prières ne sont pas exaucées. Allez-y, détruisez l'Arménie. Voyez si vous pouvez le faire. Envoyez-les dans le désert, laissez-les sans pain ni eau, brûlez leurs maisons et leurs églises. Voyez alors s'ils ne riront pas de nouveau. Voyez s'ils ne chanteront ni ne prieront de nouveau.
car il suffirait que 2 d'entre eux se rencontrent, n'importe où dans le monde, pour qu'ils créent une nouvelle Arménie. Voilà, c'est un texte de Patrick Sébastien. Pourquoi avoir voulu lire ce texte? Pourquoi? Je le trouve magnifique. Mais mon métier, c'est d'essayer d'écrire des blagues. Et quand je sais pas dire ce que j'ai envie de dire, je prends les mots des autres. Et donc, quand j'ai lu cette personne, je me suis dit, mais c'est tellement beau. Et c'est tellement vrai. Alors, en fait, Saroyan, c'est un écrivain, mais qui résume tellement, j'allais dire, notre situation. Et on a tellement besoin de cette littérature. Écrire, non seulement ça raconte notre histoire, mais ça nous fait apprendre aussi quelque chose. Mon père, pudiquement, m'a donné une feuille de papier, m'a dit « Tiens, si tu veux savoir ». Et cette femme qui m'a élevé, ma grand-mère, qui pour moi roulait des feuilles de vigne sous les aisselles, enfin voilà, et ben tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'en réalité, mais c'était une héroïne. Elle a été déportée, elle a marché, elle a sauvé ses 7 sœurs, elle leur mettait de la boue sur les joues, elle a été voir le commandant turc du convoi qui faisait sa prière 5 fois par jour, elle lui a dit « Au nom de ta religion, comment peux-tu laisser se passer ces horreurs ?» Donc tout d'un coup, je me dis, mais en réalité, on n'est pas des enfants de miséreux, de gens en haillons, comme on se représente. On est des enfants de warriors. Et c'est ça qu'il faut qu'on porte en nous. Je voudrais juste dire une chose. Il faut pleurer. Il faut pleurer ses morts, il faut faire le deuil. Mais c'est pas se lamenter. C'est construire la survivance et ensuite construire le combat. Bien sûr. Ensuite passer la résilience, construire la résistance. Moi, quand je suis allé en Arménie, je me suis dit, donc, ce qu'il reste de ce vaste pays, c'est ça qu'il va nous falloir défendre. Voilà, et le montrer notamment dans les films et dans la culture. Alors, on vous remercie beaucoup, Robert Guédiguian. Votre prochain film, je le précise, ça s'appelle La Fête continue. Alors, ce n'est pas sur l'Arménie, bien sûr. Ça sortira le 6 décembre. Et on peut voir quand même tous vos films au Mucem du 26 au 29 juillet, et notamment les 3 films sur l'Arménie. Mais il y a une grande rétrospective qui vous est consacrée. Merci infiniment. Alors, nous avons entendu, il y a quelques instants, Ils sont tombés, Charles Aznavour, la chanson préférée d'Hélène. Charles Aznavour, je le rappelle, disparu en 2018. Mais je vous propose justement de regarder une archive de Charles Aznavour. C'était en 1969 et il nous parle de sa double nationalité. C'est curieux à dire, je me sens à 100% arménien tout en me sentant à 100% français. Naturellement, il n'y a pas 200% de sentiments, mais enfin, je crois que je ne peux pas dire 50 et 50. Je crois que c'est 100% de chaque côté. Comment expliquez-vous cela ? J'ai les attaches arméniennes de par ma famille, de par mon éducation première. Et puis, j'ai toutes mes attaches françaises parce que je suis né en France, j'ai fait toutes mes études en France, j'ai vécu dans la rue en France, que ma manière de penser est française et que finalement, lorsque je voyage, je me sens plus français qu'arménien. Voilà, alors je me sens plus français qu'arménien. Nous a rejoint Nicolas Aznavour. Bonsoir, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous regardez ces images de votre père, Nicolas Aznavour ? Écoutez, bien sûr, beaucoup d'émotions, mais je vis tout le temps avec ces images, à écouter sa musique, donc j'ai pas l'impression qu'il nous ait véritablement quittés. En 2019, j'ai déménagé en Arménie avec ma famille. Partiellement en Arménie ou pratiquement à temps plein pour continuer les projets de la fondation qu'on avait créés ensemble. Il a trouvé l'amour en Arménie aussi. Et Charles était tellement fier quand il m'a dit ça. Il m'a dit, parce que moi, quand il me voyait, il me disait, il faut aller vivre en Arménie. Moi, je serais de votre génération, j'irai là-bas. Moi, j'étais là, bah ouais, t'es sympa, mais enfin, j'ai quelque chose ici et tout. Et tout d'un coup, un jour, il m'a dit, Nicolas a épousé une Arménienne, il va vivre là-bas. Et là, mais il avait un sourire comme j'avais jamais vu. Et ça nous fait plaisir de voir qu'il va y avoir dorénavant des Arméniens blonds, parce que c'est aussi important. D'une mère suédoise. Bien sûr. En fait, il y en a pas mal qui ont les cheveux blonds, les yeux clairs aussi. En tout cas, vous perpétuez donc le travail de cette fondation que Charles Aznavour avait fondée. En fait, au départ, on espérait s'impliquer surtout dans les projets culturels. L'année prochaine, ce sera le centenaire de mon père. Et on va démarrer ces projets avec un concert qui aura lieu à Cannes, au Palais des Festivals. C'est un projet qui est important pour nous parce qu'il avait été initié à l'époque par mon père et son pianiste Éric Berchaud, qui l'a suivi pendant des décennies. C'est l'adaptation par l'orchestre symphonique de Yerevan des musiques de mon père en version classique.
Nicolas, cette fondation, c'est important d'en parler parce que le rêve de Charles, c'était aussi d'être dans la transmission, parce que quand même, ses parents ne savaient pas parler français, et lui, c'est un des chanteurs français les plus connus dans le monde, et qui a, j'allais dire, qui a répandu la langue française, la chanson française, la poésie française dans le monde entier. C'est ça aussi votre responsabilité aujourd'hui. C'est vraiment les liens entre la France et l'Arménie, la langue, la culture française, ça lui tenait tellement à cœur. On s'est battu pendant 4 ans pour créer un institut français en Arménie et faire des projets. Parce qu'il y a beaucoup d'Arméniens, en fait, qui ont appris le français à l'école, mais qui n'ont pas l'occasion de le pratiquer. Et c'est vraiment quelque chose auquel on veut pallier. Alors on précise aussi, Nicolas, qu'un biopic sur votre père va être tourné, et ce sera d'ailleurs tourné par le Grand Corps Malade qui va réaliser, car il avait rencontré Charles Aznavour, et c'est Ar-Rahim qui l'incarnera. Voilà. Alors André, je vous propose d'aller rejoindre le piano parce que on va encore rendre hommage à Charles Aznavour, et vous allez le faire en compagnie d'une chanteuse dont on adore la voix, c'est Élodie Frégé. Allez-y, André. Merci beaucoup, Élodie Frégé, d'être avec nous ce soir. Alors, je ne sais pas si Hélène aime cette chanson de Charles Aznavour, mais elle est bouleversante. Elle s'appelle « Parce que ». Parce que t'as les yeux bleus, que tes cheveux s'amusent à défier le soleil par leur éclat de feu. Parce que tu as 20 ans, que tu croques à la vie comme en un fruit vermeil que l'on cueille en riant. Tu te crois tout permis, et n'en fais qu'à ta tête. Désolée, un instant, prête à recommencer. Tu joues avec mon cœur comme un enfant gâté qui réclame un joujou pour le réduire en miettes. Parce que j'ai trop d'amour, tu viens voler mes nuits du fond de mon sommeil et fais pleurer mes jours. Parce que je n'ai que toi, le cœur est mon seul maître et maître de mon cœur. L'amour nous fait la loi, parce que tu vis en moi et que rien ne remplace les instants de bonheur que je prends dans tes bras. Je ne me soucierai ni de Dieu ni des hommes. Je suis prête à mourir si tu mourrais un jour. Car la mort n'est qu'un jeu comparé à l'amour, et la vie n'est plus rien sans l'amour qu'elle nous donne. Parce que je suis au seuil d'un amour éternel, je voudrais que mon cœur n'emporta pas le deuil. Parce que Merci beaucoup, Élodie Frégé, d'avoir interprété Parce que, avec la complicité qui est grande entre vous. Merci d'André Manoukian au piano. Alors Mathieu Madénian, vous connaissiez vous aussi Charles Aznavour? Ouais, je l'ai connu, je me rappelle, quand je faisais mon dernier spectacle, il m'avait dit, je t'ai raconté cette histoire, c'est une histoire, et je jouais à l'époque sur République à Paris, et on m'annonce que Charles Aznavour va venir me voir en spectacle. Oui. Et là, je me dis, s'il y a un soir où il faut que tu sois marrant, c'est bien ce soir-là.
Vaut mieux. Et honnêtement, ça se passe bien, c'est marrant. Et je vais dans ma loge et je l'attends. Et je vois un petit homme arriver seul, hein. Il était avec son chauffeur. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il va me dire? Et là, il me regarde, il me fait, bon, ça avait l'air marrant, mais comme j'ai oublié mes appareils auditifs, j'ai rien entendu. Et je fais, mais il me dit, je reviendrai. Et là, il me dit, est-ce que je mange avec des amis à côté dans un resto italien? Est-ce que tu veux venir? J'arrive, il y avait 25 personnes. Je m'assois à côté de Charles. Histoire vraie. En face de moi, il y avait un couple asiatique, tu vois, un monsieur un peu fort avec sa femme, un négociant en vin qui vivait entre Macao et Genève. Et on discute 20 minutes avec ce mec-là. Et le mec est super. Et d'un coup, Charles me dit, hey, demande-lui son nom. Pour vous dire qu'il connaissait des gens incroyables. Et je dis, tu t'appelles comment? Et le mec, il me dit Kim Jong-nam. Et là, je vais, Kim Jong, le frère du dictateur coréen. Et il me dit, ouais, c'est mon frère. Je dis, ouais, c'est normal. Et il me dit, et je suis en ce moment, en conflit avec mon frère, parce que je suis contre sa politique, et en ce moment, il essaie de m'empoisonner. Et là, il me dit, tu veux de la pizza? Je fais non, merci. Et donc, attends. On s'éloigne de Charles Aznavour, alors. Regarde le truc. Et à la fin du repas, Charles lui dit, fais-lui un cadeau, et il m'offre une bouteille de cheval blanc, cette personne. Je prends la bouteille de cheval blanc, je la garde à la maison pendant 15 jours, et on est mi-janvier, et un jour, j'allume la télé, et qui je vois BFM TV empoisonné par son frère, Kim Jong-nam. C'est pas ça, c'est que moi je suis arménien. Je regarde la bouteille. Il faut amortir. Et là je me dis, mais si ça se trouve, elle est aussi empoisonnée. Et là j'appelle mes parents qui sont derrière. Je dis, maman, qu'est-ce que je fais? Ma mère me fait, jette-la la bouteille. Et mon père en arménien, il me fait cette phrase que je n'oublierai jamais, il me fait, goûte d'abord. Alors bravo. Mathieu, ça te fait quoi de voir tous ces Arméniens ce soir dans cette salle incroyable? Ça fait beaucoup de long nez. Mais je suis très content. Oui, ouais, regarde, putain. Puis ce qui est rigolo, c'est on est dans la même loge. Tu vois la maquilleuse et le coiffeur, il y a des poils partout. Elle a dit, j'ai jamais vu ça. Mais c'est vrai que ça fait du bien de voir autant de survivants. Ouais, vraiment. C'est cool de vous voir. Et ouais, c'est vrai, on se ressemble tous, en fait. Et on a tous la même tronche. Voilà, on va vous remercier, Hélène Ségara, d'être venue nous voir. On est très heureux. Vous serez le 15 mars prochain au Dôme de Paris. Ça sera un grand concert consacré aux comédies musicales. Et on vous remercie beaucoup parce que vous avez chanté pour nous une chanson absolument bouleversante. Et nous allons terminer cet hommage à Charles Aznavour en chanson aussi, bien sûr, avec une jeune chanteuse lyrique qui est absolument formidable. Elle parcourt le monde. C'est la soprano arménienne Rouzan Mantashian. Elle nous interprète, et ça va nous permettre évidemment d'organiser une discussion sur à la fois les traditions, l'histoire et la religion. Elle nous interprète l'Ave Maria de Charles Aznavour avec le chœur de l'Opéra Royal et bien sûr l'orchestre de l'Opéra Royal de Versailles. C'est à vous, chère Rouzan. Oh
Berguédiguian. Merci d'avoir interprété l'Ave Maria de Charles Aznavour. Elle remercie le chef. Venez vous installer. Nicolas, est-ce que vous savez pourquoi votre père a voulu chanter l'Ave Maria? Mon père n'était pas particulièrement religieux, mais dans notre culture, la religion a un caractère très important. Partout où on allait en tournée avec lui, la première étape, c'était aller visiter l'église arménienne, qu'on allait à Singapour, qu'on allait aux États-Unis. C'était le passage obligé. Alors vous, Rosanne Montachian, d'abord on a écouté votre voix magnifique. Je précise que, alors d'abord vous êtes une soprano arménienne, mais vous parlez français correctement. Vous essayez, mais c'est bien. Vous avez appris le chant et la musique en Arménie ou ailleurs aussi en travaillant dans d'autres pays? Oui, j'ai commencé mes études en Arménie, à Yerevan. Avec un basse, voilà. C'était mon premier professeur de Signe chant. que la jeunesse peut vivre en Arménie et peut progresser et développer son art dans ce pays. Oui, absolument. Il y a énormément du talent dans ce pays et il y a une bonne école pour la musique. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le violon. Hein. Oui, oui, voilà. Et après, je suis passée par Italie à étudier avec Mireille Lafreni et puis... j'étais à Francfort, en Allemagne. Oui. Et puis, j'ai fini mes études à Paris. Alors, ce parcours-là, c'est presque le parcours de tous les musiciens arméniens. Typique, hein, Allemagne, Italie. Exactement, mais ça veut dire aussi que finalement, la musique arménienne, elle traduit un peu l'âme de ce peuple, c'est-à-dire c'est la musique occidentale la plus orientale ou la musique orientale la plus occidentale. Alors, un autre artiste que vous connaissez forcément, Rosanne, qui a contribué d'ailleurs à diffuser la culture arménienne en France et ailleurs, c'est le compositeur Garbi Saprikian. Il est né en 1926 à Alexandrie, issu bien sûr de la diaspora, et il est avec nous, bien sûr. On l'applaudit. On le remercie infiniment d'être parmi nous, Garbi Saprikian. Il a composé de nombreuses œuvres vocales et instrumentales. Juste un mot clair. On sait qu'on a beaucoup de compositeurs en Arménie, mais je suis tellement content de pouvoir lui rendre hommage. Et surtout de l'écouter grâce à tout le trio. Voilà. Bien sûr, on les remercie. C'est une berceuse de Garbi Saprikian qui va être interprétée par nos trois artistes. Eva Zaïtchik, mezzo, David Aroutounian qui est au violon. Merci beaucoup. Et Xenia Maliarievich au piano. Et tout ça est tiré de l'album Maïrig. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Maïrig, ouais, très bien. Vous faites une bonne arménienne. Qui veut dire Maïrig? Maman. Maman, bien sûr. Alors ça, c'est la berceuse de Garbi Saprikian. Oh
Merci beaucoup à ce trio qui vient de rendre hommage à Garbi Saprikian. Je précise que l'arrangement pour violon et piano a été réalisé par David Aroutounian. On leur remercie. Merci à tous les trois. Alors, c'est joint à nos invités, à tous nos artistes et à tout ce public arménien. Alors, il n'est pas arménien, Sylvain Tesson, mais il est d'abord géographe au départ, et puis ensuite écrivain voyageur, et bien sûr voyageur en Arménie. C'est un pays que vous avez d'abord connu presque théoriquement, Sylvain Tesson, avant de vous y rendre. Oui, je suis allé en Arménie la première fois en 94 lorsque je faisais le tour du monde à bicyclette. C'était la première guerre du Nakhitchevan et de l'Artsakh, 93-94. Je suis arrivé avec ma bicyclette après avoir traversé pendant des mois les déserts du Pakistan et de l'Iran. Et par une sorte de miracle bizarre et incompréhensible, j'ai eu l'impression d'être arrivé chez moi, alors qu'il me restait encore 5000 kilomètres. Oui. Je ne suis pas arménien comme vous d'ailleurs. Nobody is perfect. Et mais pourtant, je me sentais chez moi. Familier. Oui, son mais paysage, c'est ça. Je ne sais pas. Justement par un sentiment tout à fait inexplicable que j'ai essayé ensuite d'expliquer, parce que il n'y a pas que l'émotion dans la vie, il faut qu'il y ait un peu la raison. Alors j'ai essayé de comprendre. Et j'ai fini par comprendre. Alors, est-ce que dans ces explications, on ne trouve pas la religion? On a écouté tout à l'heure l'Ave Maria par Rouzane Mantaschian, et c'est important. Quand on va en Arménie, pour le peuple arménien, ce creuset religieux est très important. Je pense que c'est plus qu'important. Je crois que c'est quelque chose de crucial et qui fait partie de tout le faisceau d'explications que j'ai trouvé dans le fait de me sentir chez moi lorsque j'ai passé le fleuve Arax. Et que j'ai eu l'impression d'être revenu dans une espèce de patrie pour laquelle d'ailleurs je n'avais pourtant aucune attache. Et puis il y a d'autres explications de cet attachement. Il y a la culture, il y a la présence des Arméniens en France, il y a cette vieille foi intangible depuis des siècles, premier royaume chrétien. Il faut pas tourner autour du pot. Après tout, ni les Turcs ni les Azéris ne tournent autour du pot, donc ne tournons pas autour du pot. C'est ce qu'on a commencé à dire, bien sûr, ensemble. Oui, c'est pour ça que nous aimons l'Arménie, c'est parce que nous voyons un éclat de ce que nous fûmes, nous autres Européens de l'Ouest, un éclat qui est projeté au seuil de l'Orient, et nous ferions bien parfois de considérer ce tout petit pays si lointain comme quelque chose de beaucoup plus proche de nous que nous ne le sommes nous-mêmes, nous qui avons oublié qui nous étions. On va bien sûr parler, et merci Sylvain de rappeler la richesse de l'Arménie malgré sa taille et sa situation enclavée. On va remercier Rouzane Mantaschian. Merci infiniment, mais on va vous retrouver à la fin de l'émission, bien sûr, car vous allez vous interpréter avec l'orchestre l'hymne national et on en est très heureux. Je vous précise que vous serez les 23 et 27 septembre ainsi que les 5, 10 et 14 octobre à l'Opéra de Zurich dans Don Juan. Et puis merci Nicolas Aznavour d'abord de perpétuer la mémoire de votre père grâce à sa fondation. Un grand concert, vous l'avez dit, Aznavour Classique sera donné le 4 février 2024. Si je peux également ajouter, on va ouvrir une grande exposition à Paris sur la vie et l'œuvre de mon père en 2024, et ce sera de mai à septembre. Évidemment, le 100e anniversaire de la naissance de Charles Aznavour. Merci infiniment. Merci à tous les deux et à tout à l'heure, Rouzane. On l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais bien sûr, on va continuer à parler des drames qu'a traversé l'Arménie. Il y a eu bien sûr le génocide. Il y a ce réseau Manouchian, on l'a déjà évoqué d'ailleurs, et c'est très important. Ça s'est passé pendant la guerre, bien sûr. Ce réseau de résistance et le fameux épisode de l'affiche rouge. On va le détailler, bien sûr, avec notre spécialiste notamment. Mais d'abord, on remercie beaucoup Patrick Bruel d'être parmi nous ce soir. Patrick, vous avez voulu rendre hommage à ces hommes fusillés en 1944, et notamment Misak Manouchian, donc figure de la résistance. Donc ce groupe était constitué de 7 Arméniens, mais aussi de communistes, de Juifs, et ils ont été exécutés par les Allemands. Vous leur rendez hommage à ces grandes figures de la résistance dans le titre « Au souvenir que nous sommes ». On vous écoute, accompagné au piano par Vincent Bidal. C'est à vous. Et l'orchestre, bien sûr, et l'orchestre. Fais-toi beau, tiens-toi droit, l'avenir nous prend en photo. On sera, toi et moi, un jour sur ce drôle de tableau. Tout surpris, bien trop froid,
mais j'aimerais qu'on soit présentable. Rends-le beau, prends-en soin, car ils le déplieront un soir. Cet instant, ce matin, de sourire perdu dans l'histoire. Une photo noir et blanc, un cadre posé sur la table. De quoi on aura l'air? Est-ce que demain sera fier des souvenirs que nous sommes? Les souvenirs que nous sommes. Fais-toi beau, te froisse pas et repeigne un peu ta vertu. Souviens-toi, les éclats, les matins de malentendus, nos espoirs et nos joies, le bonheur d'être remplaçable. Faisons face, montrons-leur que même dans les instants les pires, nous avons eu l'honneur de résister par un sourire, que nous n'avions pas peur, seule la peur serait condamnable. De quoi on aura l'air? Est-ce que demain sera fier des souvenirs que nous sommes? Les souvenirs que nous sommes. Une lumière délicate illumine le mont Valérien. N'aie pas peur, tête droite, c'est pas vrai qu'on ne valait rien. Février 44, le soleil est presque agréable. Fais-toi beau, tiens-toi droit, l'avenir nous prend en photo. On fera, toi et moi, peut-être une ligne dans les journaux. Alors souris encore, c'est l'heure de partir, camarade. De quoi on aura l'air? Est-ce que demain sera fier des souvenirs que nous sommes? Les souvenirs que nous sommes. J'en vois comme on lance une pierre, mais veux les plus sincères aux souvenirs que nous sommes. Ce souvenir que nous sommes. Voilà, au souvenir que nous sommes, Patrick Bruel, qui a voulu rendre hommage à ce réseau Manouchian. Patrick, venez nous rejoindre. Pendant cela, nous avons accueilli la chorégraphe Christina Galstian. Merci d'être avec nous. Bienvenue, Patrick Bruel. Merci. Merci, bonsoir. Chère Christina, nous verrons d'ailleurs dans quelques instants votre compagnie Yeraz sur notre scène. Et alors, Patrick Bruel, pourquoi avez-vous voulu rendre hommage à ces résistants et à ce réseau Manouchian et à lui en particulier? Envie de rendre hommage à la résistance. Avec Paul École, avec qui il a fait cette chanson, on avait fait une chanson dans l'album précédent qui s'appelait Héros, et qui passait en revue un peu tous ces héros anonymes dont on ne parle jamais, tous ceux qui font tant pour les autres et qui ne sont jamais en lumière. Et sur cet album, j'ai eu envie de mettre un peu plus en lumière, un peu plus le focus sur des héros en particulier, comme les instituteurs ou les institutrices, et en l'occurrence nos héros de la résistance, ceux qui se sont levés pour que vous et moi aujourd'hui, tous ensemble, on puisse encore se parler dans une liberté, dans une démocratie. Et donc, il y a eu cette chanson, et peut-être que c'était pas suffisamment clair au début des paroles. Quand je l'ai fait écouter à ma mère, en fait, je vais écouter la chanson, elle me dit: je sais pas très bien où tu vas, et j'ai vu que c'était pas suffisamment clair. Et donc pour éclaircir la chanson, pour la rendre plus crédible, j'ai pris la lettre de Misak Manouchian. On va en parler, bien sûr. Que j'ai mis avant la chanson dans l'album. On va l'entendre, cette lettre, tout à l'heure, parce qu'elle est bouleversante. Je sais qu'on va l'entendre, et merveilleusement. Alors, peut-être, Patrick, on peut déjà, parce que c'est un épisode très important, on l'a évoqué avec Sylvain, il va nous en parler aussi, mais pour que chacun soit éclairé sur ce moment, Tigran Yegavian, vous êtes notre spécialiste, notre chercheur, notre historien.
Dites-nous simplement comment était constitué ce réseau de résistance et qu'est-ce que c'est que l'affiche rouge, pour le résumer. L'affiche rouge, c'est cette fameuse affiche qui illustrait les soi-disant terroristes étrangers, c'est-à-dire qui avaient été arrêtés par les Allemands par trahison et qui étaient tous apatrides ou immigrés, juifs polonais, arméniens. Donc c'était un groupe de résistants FTP-MOI, donc affiliés au Parti communiste français. Et il se trouvait que le chef de ce groupe était Missak Manouchian, qui était plus qu'un résistant, c'était aussi un poète et un rescapé du génocide, qui avait 9 ans lors du génocide et qui avait vu la vie sauve grâce, encore une fois, à des Kurdes, lui et son petit frère, et qui avait appris le métier de menuisier au Liban dans un orphelinat, et plus tard, il s'est installé en France en 25, et c'est illustré par son activité d'intellectuel communiste français qui, apatride, avait pris l'uniforme de l'armée française pour se battre contre l'Allemagne, parce qu'il considérait que en se battant, en protégeant la France, il protégeait aussi l'Arménie. Alors, on va bien sûr continuer à parler de cet épisode et ça caractérise les relations entre la France et l'Arménie aussi. Et ça rappelle bien sûr l'épisode de la Résistance qui est très important. Tout ça a inspiré de très nombreux artistes. On vient de le voir avec Patrick Bruel, mais il y a eu Aragon qui a écrit un poème, L'affiche rouge, en 1955. Poème mis en musique ensuite, plus tard par Léo Ferré et repris par de nombreux interprètes. Comme Bernard Lavilliers, je vous propose juste de les écouter tous les deux en images et en son, naturellement. Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans, vous étiez servis simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants, l'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles et faisaient un effet de peur sur le passant. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent. Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini, plus tard, en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants. Ma Mélinée, mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant. Merci Patrick. Qu'est-ce que ça vous inspire cet épisode de l'affiche rouge? En fait, c'est résumé par ce sentiment unanime et imparable de saluer le fait qu'un étranger se soit levé pour la liberté, se soit levé pour la France, se soit levé et fait partie de la résistance. Et aujourd'hui, cet acte qui est salué par l'entrée de Missak Manouchian au Panthéon, c'est un acte fort, c'est un acte important. Simon Abkarian, vous avez joué le rôle. Vous avez incarné Missak Manouchian. J'ai essayé. Vous avez essayé, mais vous y êtes arrivé. Est-ce que c'est important de saluer sa mémoire comme ça? C'est important la reconnaissance de ce courage-là. C'est important la reconnaissance de ce refus-là, de ce désir de vie-là. Ce qui n'est pas reconnu est perdu, je pense. C'est pas reconnaître, pour récompenser à titre posthume. Je pense qu'il est important de dire aux hommes et aux femmes qui se sont battus à cette époque-là
Mais ils avaient la chance, enfin je dis ça entre guillemets, d'avoir des ennemis qui étaient pas masqués, qui étaient masqués, un champ de bataille qui était clair. Aujourd'hui, résister, le champ de bataille est flou, il est pas clair, il est pas défini, et les ennemis avancent masqués. Alors, on va bien sûr les parler ennemis, on ne sait pas qui et comment combattre aujourd'hui. Voilà, la résistance, si elle doit se faire, on doit reconnaître son ennemi et son champ de bataille. Et la veille de sa mort, Missak Manouchian a écrit une lettre bouleversante à sa femme Mélinée. Il lui dit adieu dans cette lettre. Simon Abkarian, est-ce que vous pouvez nous en lire quelques lignes, accompagnées par Rostom Kashikian? Ma Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15h. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas, mais pourtant, je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire? Tout est confus en moi et bien clair en même temps. Je m'étais engagé dans l'armée de libération en soldat volontaire et je meurs à 2 doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps. J'aurais bien voulu avoir un enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre et d'avoir un enfant pour accomplir ma dernière volonté. Ton ami, ton camarade, ton mari, ton Missak. Alors on remercie beaucoup Rostom Kashikian d'avoir accompagné Simon Abkarian dans la lecture de cette lettre d'adieu. C'est d'ailleurs, Patrick Gruel, cette lettre que vous dites, que vous récitez, que vous dites dans votre dernier album, encore une fois. D'abord parce qu'elle est magnifique, évidemment, bouleversante, cette lettre à Mélinée, qui d'ailleurs a été, je le précise, à la mort de Missak, cette Mélinée cachée par les parents de Charles Aznavour. Ah. Voilà, parce qu'il y avait cette entraide-là et que... Mais on voit le caractère visionnaire et, oui, et incroyablement il y aura une réconciliation avec les Allemands. Qui sait qu'il va être lu. C'est un poète, et il demande à ce que ses écrits soient communiqués, soient lus. Il sait que cette lettre va être importante, qu'elle va être fédératrice. Elle est inouïe. C'est un grand homme. Et celle qui célèbre aussi cette affaire, enfin en tout cas qui veut rendre hommage à cette résistance et à ce sacrifice, c'est Christina Galstian, puisque vous avez justement imaginé dans le spectacle Pour toi, Aznavour, un tableau qui fait référence à l'assassinat de Missak Manouchian avec votre compagnie Yeraz. Pourquoi était-ce important pour vous, Christina, d'évoquer cet épisode ? Ce spectacle a été inspiré par ma rencontre avec Charles Aznavour en 2009, lors de la préparation du tournage du film de Robert Guédiguian, L'armée du crime, dans lequel je devais interpréter le rôle de sa maman. Et lors de ces échanges que j'ai eus avec Charles, il m'a raconté et évoqué les souvenirs de sa maman, sa famille, l'exil de ses parents. Et il m'a notamment raconté le fait qu'ils avaient caché Mélinée dévastée après l'exécution de Missak et qu'ils étaient proches de Missak Manouchian. Donc cela effectivement m'a inspiré pour créer ce tableau qui est une narration dansée onirique qui nous plonge dans le deuil de Mélinée. Et il s'agit de la résilience de cette femme dans laquelle on peut tous se reconnaître. Moi, je suis l'épouse d'un photographe, Antonin Goudjian, ici présent, qui dont on va souvent voir d'ailleurs sur les terrains de guerre. Tout à l'heure, absolument, et on le remercie beaucoup d'être là. Vous avez l'air très ému encore.
C'est quoi? C'est le doudouk de Rostom? C'est l'histoire? C'est la lettre? C'est Rostom, c'est Simon, c'est la lettre, c'est aussi le fait que moi j'ai toujours peur de recevoir cette même lettre puisqu'Antoine est souvent sur les terrains de guerre et cette attente, cette angoisse, elle m'habite et je crois savoir ce qu'elle a vécu cette femme et tout le monde peut se reconnaître dans cette femme puisque malheureusement un jour ou l'autre nous sommes tous amenés à vivre la perte d'un être cher. Et comment s'en relever, comment survivre à ça, c'est ça qui est terrible. Et c'est ce que vous avez voulu montrer donc avec votre compagnie Yeraz, dans cette pièce chorégraphiée que vous avez consacrée à cet épisode. On va évidemment admirer vos danseurs, votre compagnie, parce que nous avons tourné dans la chapelle royale du château de Versailles. C'était un privilège pour les danseurs. On vous remercie beaucoup, Patrick Bruel, d'être venu nous voir et évidemment d'avoir apporté votre pierre et votre témoignage. Je précise que vous serez en tournée à partir de février avec Encore une fois, c'est le titre de votre dernier album. Vous étiez d'ailleurs venu nous en parler ici, on en était très heureux. Vous serez à l'Accor Arena les 14 et 15 mars. Voilà. Merci beaucoup. Merci camarades. Et on vous laisse en compagnie des danseurs, de Christina Galcian et de la troupe Yeraz. Magnifique séquence que nous a offerte Christina Galcian et sa compagnie Yeraz, qu'on a eu le privilège de pouvoir tourner, enregistrer dans la chapelle royale, qui était vraiment un écrin pour vos danseurs, hein, Christina. Alors nous avons accueilli dans le même temps Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint du Figaro Magazine. Bonjour. Bonsoir. Christophe, merci beaucoup d'être avec nous.
Je précise d'ailleurs que ce grand échiquier consacré à l'Arménie a été construit, réalisé en partenariat avec Le Figaro, et on l'en remercie. Alors vous êtes tous les deux, Jean-Christophe Buisson et vous, Sylvain Tesson, concernés ensemble par l'Arménie presque. Qu'est-ce qui vous a réunis sur cette cause, sur ce pays ? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes allés ensemble là-bas ? Sylvain y allait bien avant moi. Je crois qu'il a traversé à bicyclette l'Arménie parce que c'était un peu trop facile de traverser les plaines de la Beauce, donc il a décidé d'aller dans cette région montagneuse pour expérimenter ses mollets. Mais c'était il y a très longtemps, il y a 30 ans. Et puis moi-même, j'ai un tropisme plutôt vers l'Europe de l'Est, donc j'ai fait beaucoup de reportages et des reportages de guerre dans les Balkans. Et puis après, je suis parti en Russie. Puis après la Russie, je suis allé dans le Caucase du Nord. Puis un jour, j'ai traversé le Caucase et là, j'ai eu un coup de foudre de l'autre côté du Caucase, dans le Caucase du Sud, pour ce pays, un coup de foudre, non pas par le ciel, mais par la terre. Je me suis retrouvé en Arménie et quelque chose s'est passé, quelque chose de tellurique. J'ai adoré ce pays, j'ai adoré les gens, j'ai adoré les paysages, j'ai adoré les monastères, j'ai adoré l'histoire. Et puis, je rencontrais des Arméniens, j'organisais des voyages, des lecteurs du Figaro en Arménie, je rencontrais des Arméniens qui à chaque fois revenaient sur le génocide, sur cette souffrance. Et je voyais ce pays où les gens me paraissaient tellement apaisés, tellement heureux, tellement paisibles, tellement généreux, et qui me disaient toujours, ça peut recommencer. D'ailleurs, il y a des sacs des sables le long de la frontière avec l'Azerbaïdjan, le Nakhichevan. Je leur disais, mais c'est pas possible, vous êtes dans un pays merveilleux, une guerre n'est pas possible. C'est un peu ce qu'on s'est dit avec l'Ukraine quelques années plus tard. Et puis un jour, en septembre 2020, l'Azerbaïdjan a attaqué l'Arménie. Et là, j'ai eu mauvaise conscience. Je me suis dit, mais j'ai pas cru ces gens-là. J'aurais dû les croire. Si je les avais cru, ça n'aurait strictement rien changé, mais j'ai eu mauvaise conscience. Et Antoine Agoudjian était déjà parti sur place et couvrait le conflit. Il m'envoyait des photos de Stepanakert bombarder la cathédrale, l'église, bombarder les écoles, bombarder les hôpitaux, bombarder les civils qui essayaient de fuir les combats qui tournaient mal. Et puis en même temps, la presse à l'époque était obnubilée par quoi ? Par les élections américaines, parce qu'on se rendait compte que ça allait être assez folklorique. Donc toutes les rédactions voulaient couvrir cette élection de Trump. Par le Brexit, il y avait encore un peu le Covid. Donc personne ne s'intéressait à ça. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais pas passer ma vie à me plaindre qu'il s'est rien passé. Après tout, j'ai fait ça il y a 20 ans. J'y retourne, mais je me suis dit, si je le fais avec les photos d'Antoine, ça sera un reportage comme un autre. Il faut en faire quelque chose d'autre. Et donc là, j'ai appelé Sylvain. On se connaît depuis 30 ans. Je savais qu'il connaissait cette région. Et je lui dis, je veux aller couvrir le conflit du Haut-Karabakh, de l'Artsar. Est-ce que tu m'accompagnes ? Et la réponse de Sylvain, c'était un vendredi soir. La réponse de Sylvain dans son mail, c'était « On part lundi ?» point d'interrogation. Oui, c'était ni pourquoi, ni comment. C'était évident qu'il fallait y aller. Il fallait y aller pour porter la voix des Arméniens qui étaient en train de revivre ce qu'ils ont vécu il y a 100 ans, dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire une épuration ethnique. Et qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. C'est ça qui est plus important. C'est aussi pour ça que cette émission existe. C'est qu'aujourd'hui, l'Artsar et l'Arménie sont en danger de mort, à nouveau, danger d'épuration ethnique. Mais là, vous voulez parler du Haut-Karabakh Mais les deux, l'Artsar et l'Arménie, c'est la même chose. On ne peut pas différencier les deux. Je crois que nos téléspectateurs ne savent pas forcément ce qui se passe. Bien sûr, Tigrane va nous en parler, mais qu'est-ce qui est menacé aujourd'hui et par qui ? Bien sûr, par la Turquie, toujours, mais on a le sentiment que la Russie est plutôt un allié des Arméniens, mais c'est peut-être beaucoup plus compliqué que ça. Il y a un grand mouvement qui ne date pas d'hier, qui ne date pas non plus de 1915 d'ailleurs, qui est un mouvement pan-turc. Si on va très vite, c'est une espèce de volonté de recommencer une sorte d'immense diagonale de profondeur territoriale qui irait du Bosphore jusqu'aux steppes d'Oulan-Bator. Et puis il y a ce petit problème qui s'appelle le caillou dans la chaussure, le hiatus, qui empêche aux langues turques de cavaler depuis les montagnes d'Anatolie jusqu'aux steppes de l'Asie touranienne, et qui s'appelle l'Arménie. Tout à coup, ce petit pays avec des clochers qui sont enracinés depuis le IIIe siècle, depuis le IVe siècle, c'est embêtant quand on veut que le vent court dans la steppe. C'est embêtant, ce petit verrou. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le panturquisme, avec son supplétif azéri, voudrait le faire sauter. Et le faire sauter au sens propre et figuré du terme, comme on fait sauter une citadelle en mettant de la dynamite. L'effacer. C'est d'ailleurs leur terme. Là, je ne suis pas du tout en train de me livrer à des espèces de calomnies en essayant de parler en outrepassant les expressions des Turcs et des Azéris. C'est leur terme. Continuer le génocide de 1915, qui n'a pas été terminé, et le recommencer. Et aujourd'hui même, d'ailleurs, vous parliez de cette différence entre l'Artsar et l'Arménie, mais c'est la même chose. C'est une petite enclave, c'est un petit îlot. Mais les Azéris et les Turcs s'en prennent non seulement à l'enclave qu'ils veulent récupérer, mais à la souveraineté territoriale de l'Arménie arménienne, de la maison mère. Donc il ne faut pas distinguer les deux. L'agression, comme des mâchoires, se fait par l'Est caspien et par l'Ouest anatolien, et la petite Arménie se retrouve entre les deux mâchoires d'un tigre qui est plus
puissant qu'elle. Alors ça représente, Claire, il faut savoir... je voudrais juste leur témoigner à ces deux-là. Je dirais, là, comme ça nous a soulagés, puisque Guédiguian avait une phrase terrible. Il avait dit, au moment du dernier conflit, de ça, 120 000 personnes qui sont prises en otage, qui sont blocus total, pas de médicaments, pas de nourriture, etc. Guédiguian avait dit cette phrase: mettez 120 000 chiens dans une île, isolez-les, et vous aurez toutes les associations humanitaires du monde qui vont se lever. Là, c'est le cas de 120 000 Arméniens et rien ne se passe. Il n'y a qu'une solution aujourd'hui, puisqu'on parle d'une chose concrète, c'est 120 000 personnes prises en otage. Il n'y a qu'une seule solution, c'est envoyer des observateurs européens. Mais il y a quand même un espoir, c'est la photo d'Antoine Agoudian. Alors la photo, tout à fait saisissante, ce visage à la fois décidé, en colère et peut-être souffrant aussi de cette femme. C'est une photo qu'a prise Antoine en 2020 lors de l'attaque de l'Azerbaïdjan. C'est une dame qui se trouvait dans les sous-sols de l'église, réfugiée, et qui avait fait la une du Figaro Magazine parce que c'était l'histoire de l'Arménie, ce visage encore plein de dignité, plein de courage, plein de détermination, et en même temps réfugiée. On devine qu'elle est dans les caves d'un lieu sous les bombes des Azéris, qui ne faisaient pas la différence entre civils et militaires, entre adultes et enfants, lors de ces bombardements terribles, puisqu'il y a eu plusieurs milliers de morts en seulement 2 mois et demi. Alors on va remercier Christina. Merci beaucoup d'être venue nous présenter votre compagnie, Yeraz. Je rappelle que vous serez avec vos danseurs le 14 octobre à Échirol, le 13 janvier à Chaville et le 24 février à Alfortville. Merci d'avoir évoqué la mémoire, bien sûr, de Manouchian et de sa femme. Alors, je vous propose de retrouver Patrick Fiori. Il est aussi, vous le savez, corse. Il n'oublie pas ses origines, double. Et il a voulu, évidemment, s'entourer d'un groupe de chanteurs corses, les Voce Ventu, magnifique voix. Et il nous interprète un titre de son dernier album, Tiveku olla mio bandera. Je l'ai peut-être pas très bien prononcé, mais j'ai essayé. Patrick Fiori et son groupe de chanteurs corses. Ogni stantara usole, ogni diocco di campana, si per me l'alto vanale, a mio strada, mio fontana, o la mia bandera, o la mia bandera, ti vego la mia bandera, in ogni fiume di core, in usa braccia un mare, in aianna in albore, si per me a stella ardente, guida giù e sembulore, o la mia bandera, o la mia bandera, ti vego la mia bandera, in ogni monte scolpito, non i lari, giorni leccia, non i castagni venido, si per me a scorzar vita, gli l'alburu sempre rido, o la mia bandera, o la mia bandera, ti vego la mia bandera, in un pianto di l'uccello, in la mano che si porti, in la risa di un citello, si la mia antica mulana, a mio brano, mio duello, o la mia bandera, o la mia bandera, ti vengo la mia bandera, in ogni figlio lunato, il uolo di l'Altania, il agnello già ubrato, si per me l'ultimo anello, un mio granulo, un mio viado, o la mia bandera, o la mia bandera, ti vengo la mia bandera, in un vecchio caposanto, in un passo
Et on remercie beaucoup Patrick Fiori de nous avoir fait voyager l'espace d'une chanson avec son Corso Mezzo 2. Il sera le 28 octobre à Paris, la Défense Arena. Alors, Mathieu Madénian, tu trouves parfois qu'on est un peu tristos et tout, mais là, moi, je t'ai trouvé un groupe qui s'appelle La Daniva. C'est le futur de l'Arménie. Et surtout, l'espoir et la fête aussi. Alors, justement, on va les écouter, André, ce groupe La Daniva. Et ils nous interprètent Wayo Waya. C'est à vous. Waya, waya, j'en ai beau. Waya, waya, j'en païla. Waya, waya, j'en ai beau. Waya, waya, j'en vahina. Yaspaselam mihar marpai. Spaselam ainoreka. Inke sindje se selem pa Spaselu žamanak čeka Je spaselem vorme kelini Kjanke snali ovin kapohi Dunai heru aveli Spaselu žamanak čilini Danit slav de rasharum cheka Inke sindje se selem a Tovo rashara im tu nadarna Liri lainu asatim tu na Vorbolora irte onunenna Liri na veri bat serte La Daniva qui va sortir un album après l'été et qui va partir en tournée en Arménie, en France et qui sera notamment le 9 novembre à la Cigale à Paris. On les remercie vivement d'avoir incarné pour nous aussi cette jeunesse qui croit à l'avenir de l'Arménie.
Mathieu, t'en penses quoi, là? Moi, je trouve ça super bien. Ça manquait de doudouk, mais c'est très bien. C'est ça. C'est très bien. Alors, je vous propose de retrouver aussi un autre artiste arménien jeune, mais ça va plaire sans doute à Sylvain Tesson, parce qu'on va repartir dans la spiritualité. Au Xe siècle, c'est une chanson qui avait été composée par un moine arménien, Grégoire de Narek. Alors, c'est à vous, Sergueï Khatchatryan. Merci beaucoup. Bravo. Bravo et merci à Sergueï Khatchatryan. On devient croyant après ça, Sylvain Tesson. En écoutant ça, on devient croyant. Oui, on entend cette espèce de capacité extraordinaire des Arméniens à exprimer la douleur, à croire presque que leur glande lacrymale est hypertrophiée. Mais pourtant, et moi c'est ça qui me fascine, il y a cette espèce de sanglot, de ce lamento tellement beau. Et puis il y a aussi l'action, il y a le combat, il y a la lutte. Et moi c'est ça que je trouve extraordinaire, le mode majeur et le mode mineur. Et la leçon absolument contraire à notre époque et qui surplombe tout, ce sont ceux qui restent. Alors on remercie évidemment Sergueï Khatchatryan qui va sortir un prochain disque qui s'appelle Isaïe en février 2024. Il nous reste à vous remercier tous
d'avoir participé à cette émission. Jean-Christophe Buisson, merci pour votre engagement. Merci Sylvain Tesson. Je rappelle le titre de votre dernier roman, Blanc, bien sûr, chez Gallimard, Merveilleux livre. Merci à Mathieu Madénian, Génération Paname sur France 2, qui fait découvrir de jeunes artistes. Grâce à vous, merci beaucoup. Merci Tigran Yegavian. Votre livre a pour titre Géopolitique de l'Arménie. Simon Abkarian, un grand merci. La pièce Hélène après la chute sera à voir à l'Athénée Louis Jouvet au mois de novembre. André Manoukian, merci d'avoir été si disert et si émouvant. Merci Claire. Merci André, merci beaucoup. Merci à l'orchestre de l'Opéra Royal de Versailles, dirigé par Stéphane Plevniak, qu'on peut applaudir. Je rappelle que l'album Âmes arméniennes, qui a été enregistré ici d'ailleurs, est disponible. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On a été très heureux de cette émission spéciale Arménie, d'évoquer avec vous la cause arménienne. Et on se quitte bien sûr avec l'hymne arménien composé par Barsek Kanachyan, adopté d'ailleurs en 1991 au moment de l'indépendance par rapport à l'URSS. Ce soir, c'est Astrid Siranossian, Ruzan Mantashian et le chœur et l'orchestre de l'Opéra Royal qui nous l'interprètent, cet hymne national. Merci beaucoup. Bonne soirée.